Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et très heureux de vous retrouver encore en ce jour, rencontre-échange, nouveau numéro, l'émission décryptage de l'actualité et des faits de société de la semaine sur Delta Santé, rencontre-échange. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour et merci de votre fidélité à ce programme. Nous allons parler de la science et par rapport à nos traditions africaines. L'ouvrage est paru le 4 juillet dernier à Paris. Il est écrit par un citoyen, un contemporain, un écrivain togolais, philosophe de surcroît, le professeur Yaovi Fabien Akakbo. Il est l'auteur de l'ouvrage « La science dans les traditions africaines ». Après plusieurs années de recherche sur nos traditions africaines, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la science? Peut-on inscrire les traditions africaines dans l'épistémé du siècle? Quels sont ces foyers de connaissances intellectuelles qu'on retrouve en Afrique et qui peuvent valablement revendiquer le statut de science ou en tout cas apporter quelque chose à la lumière de la science? Eh bien, c'est un ensemble de recherches que notre professeur a fait et qu'il a publié dans cet ouvrage au titre très évocateur, La science des traditions africaines. Bonjour, professeur, et merci de cette invitation. Bonjour, monsieur Wilson. Oui. Alors, c'est avec vous que nous allons décortiquer le contenu de cet ouvrage. Après plusieurs années de recherche, vous êtes à votre 10e ouvrage, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic de cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je donne encore une fois le titre, la science dans les traditions africaines. Nous parlons de science en général lorsque on se trouve à l'université aujourd'hui. Ce qu'on fait à l'université, c'est la science. Ce n'est pas seulement ce qu'on est en train de faire qu'on appelle science. Il y a toute une tradition de connaissances souvent qui a été déposée. Et cette tradition de connaissances, nous revenons toujours sur cette tradition de connaissances parmi les enseignements qu'on donne à l'université pour savoir ce que les gens ont fait avant nous et pour voir quelles relations on peut également avoir de nos jours avec ce que les gens ont fait avant nous. C'est la logique de la science elle-même. C'est ça. Elle n'est pas tout simplement... En tant qu'enseignant-chercheur, voilà, l'histoire de la science est extrêmement importante. Faire la science, on avance, mais avoir en mémoire ce que les autres ont fait avant nous et qui nous ont préparés, c'est extrêmement important et c'est vraiment important qu'on puisse voir également dans les traditions africaines, je veux entendre par là, en Afrique, dans l'histoire de l'Afrique, est-ce qu'il y a eu des connaissances qu'on pourrait comparer du moins aux connaissances passées, du passé occidental que nous enseignons aujourd'hui. Professeur, avant de continuer, est-ce que vous pouvez préciser déjà ce concept de traditions africaines? Parce que quand on en parle, ça peut paraître flou. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? La tradition, en général, c'est tout simplement ce que les gens ont fait bien avant nous dans l'histoire et qui a tellement eu de valeur que ça s'est déposé. Et ça vient jusqu'à nous. C'est ça la tradition. Ce n'est pas simplement ce qu'on appelle en Evé ou Gengbe, Dékonou. Ce n'est pas seulement ça. C'est pas forcément les pratiques. Dékonou, c'est assez orienté vers le symbolique. Notamment l'aspect de la religion, etc. etc. Mais la tradition n'est pas seulement une affaire de Dékonou. Ce que les gens ont laissé en termes de connaissances, ce qu'on peut appeler le Nounia, ça fait partie, le savoir, la science, l'épistémé, ça fait partie précisément également des traditions. Et je crois qu'en Afrique aujourd'hui, il est vrai que nous sommes en train de revendiquer, nous disons, on doit nous reconnaître, etc., au point que nous retournons toujours vers notre passé pour dire, nous avons pu faire ceci, mais ne perdons pas de vue le fait est que ce que nous brandissons comme traditions africaines, c'est-à-dire les religions, etc., les autres ont aussi ça. Les autres ont la religion, vous n'allez pas me le démentir, le christianisme ne vient pas d'Afrique, l'islam ne vient pas de chez nous, d'autres religions encore, vous avez l'hindouisme, etc. Tout le monde a ses traditions religieuses. Dans toutes les formes de Donc nous, on ne peut pas dire que notre tradition africaine, c'est la religion. C'est complètement... Elle ne se limite pas à cela. Non, pas à cela. Et donc, c'est pour cela que vous avez les deux grandes orientations de la tradition. C'est également le symbolique
mais aussi c'est l'épistémé, c'est-à-dire le savoir, la connaissance. Donc il y a ces foyers de savoir, vous en avez parlé dans votre ouvrage, hein, et quels sont ces foyers de connaissances que vous avez pu détecter au cours de votre recherche et qui peut peut-être valoir l'épistémé du temps moderne? Ce que on trouve à ce niveau, il est vrai que nos universités n'explorent pas ces champs-là. Donc, c'est des champs qui sont restés non explorés, ce qui fait que quand on en parle, c'est très difficile que les gens comprennent tout de suite. Mais nous avons tout ce qui a été laissé. Je vois les collègues américains font beaucoup de recherches sur l'Égypte, pas tout simplement au sens dans la logique de ce que Cheikh Anta Diop et ses disciples ont eu à faire, en montrant la parenté entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui s'était passé en Égypte. Ça aussi, c'est une voie de recherche à explorer. Mais ce qui est aussi exploré aujourd'hui, très techniquement, c'est ce qu'on appelle un peu les sciences qui se sont développées dans le contexte égyptien. Là, les gens ne parlent plus vaguement, il s'agit de cibler des sciences rendues par les hiéroglyphes et qui sont transcrits, traduits, etc. Notamment pour ce qui est de tout ce qui concerne le calcul, les mathématiques en général, mais aussi l'astronomie et d'autres domaines de connaissances qui étaient explorés. Exactement, la médecine également, comme dans le contexte très connu occidental, c'est au moins la médecine à partir de Hippocrate, de Galien, etc. Et donc, nous avons les mêmes savoirs qui étaient très développés dans le contexte égyptien. Et là, il ne s'agit pas tout simplement de supposer ces savoirs-là. Les gens y travaillent. Mais nous, dans notre système universitaire d'enseignement, on n'est pas très sensible à ces genres de recherche, et qui fait qu'on n'explore pas beaucoup ces terrains-là. Mais en tant qu'historien des sciences, philosophe des sciences, c'est un foyer intellectuel important sur qu'il faut explorer. Oui. Pour l'histoire. Parce que ce que nous faisons, il ne s'agit pas de croire que quand on étudie ces sciences anciennes-là, c'est pour demander qu'est-ce que ces sciences viennent nous apporter. Si on peut les comparer aux connaissances d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'histoire a sa propre valeur. Et c'est pour cela que ça ne se passe pas autrement quand, par exemple, nous-mêmes, on nous enseigne l'histoire des sciences à partir des sciences occidentales, etc. etc. Ça, c'est un. Le deuxième foyer, qui est un foyer important... Donc, le premier, c'est bien l'Égypte antique, c'est ça? L'Égypte antique. Oui. Le deuxième foyer très important, qui est très proche de nous, du point de vue de la période, c'est le foyer des manuscrits. Vous savez, quand les gens avaient fait le débat sur la philosophie africaine, etc., l'Afrique était accusée d'être une humanité sans écriture. Et les Africains eux-mêmes se sont appropriés rapidement de cette idée-là. Vous voyez un peu ce que Moutondi a dit, j'entends par philosophie un ensemble de textes précisément écrits. Et il souligne. Ça veut dire tout simplement que les gens croyaient que l'Afrique n'avait pas d'écriture, n'avait pas écrit, et donc ce qui pose problème. Maintenant, la tradition des manuscrits, qui est une tradition qui a commencé vers le XIe siècle, qui est une tradition d'écriture, de réflexion, dans toutes les directions de la science, et qui nous était venu d'abord dans la discussion, le débat que les Africains ont eu avec les Arabes, les savants arabes, à partir à la fois des tests d'écriture sainte, mais aussi des tests d'écriture scientifique. Donc ces travaux, ces discussions avec les Arabes ont donné lieu à des formes d'université, exactement comme ça avait commencé dans le contexte occidental vers le 11e, 12e siècle également. C'est pratiquement la même période où c'était des cercles de recherche et d'enseignement autour desquels se trouvaient des étudiants, etc., qui venaient de partout. Et c'est leurs travaux qui étaient ancrés dans les discussions qu'ils ont engagées avec les savants arabes qui a donné un ensemble de travaux qui se présentent parfois sous la forme d'annotations sur des ouvrages qui étaient publiés par des Arabes ou bien des documents écrits par les Africains eux-mêmes qui répondaient aux savants arabes. C'est ça. Et donc, ces documents existaient aujourd'hui, les manuscrits, vous savez que c'est
ce n'est pas de la fiction. Les manuscrits africains dans les bibliothèques occidentales se comptent par des millions. Et sur le sol africain, les manuscrits, il y en a beaucoup. Quand je faisais mes recherches, j'étais à Bamako. Après les attaques djihadistes, bien sûr, ça dit parce qu'il y a un grand centre à Bamako qui a été financé par les Américains et qui a permis d'accueillir les manuscrits qui ont été... Parce que les djihadistes n'ont pas... Les gens cachent les manuscrits. Hein. Les manuscrits étaient très protégés. Oui. Donc, on a transféré ces manuscrits... Ça contenait des savoirs. Absolument, je vais vous en parler. Oui. Et donc, ces manuscrits étaient transférés à Bamako, beaucoup de manuscrits, parce qu'on négocie avec les familles, parce que vous avez les familles de savants. Okay. Donc, c'est avec eux qu'on négocie et on a ramené tous ces manuscrits-là. Vous avez également au Niger un grand centre de manuscrits à l'intérieur de l'université de Niamey, qui s'appelle l'IRCH. Et ce centre également détient beaucoup de manuscrits à Sokoto ou dans d'autres comtés. C'est des millions de manuscrits. Mais dans les manuscrits africains, ce que les Africains ont écrit à partir de cette époque-là, vous avez également un lot de manuscrits qu'on appelle Adjami. Les manuscrits Adjami. Adjami en arabe, ça veut dire étranger. Donc cela signifie les mêmes débats scientifiques qui étaient faits en langue arabe. On retrouve les mêmes débats dans ces manuscrits-là, écrits en langue africaine, mais utilisant des caractères arabes. Donc on les appelle Adjami, et c'est cet ensemble qui constitue ce qu'on appelle les manuscrits africains, où vous avez toutes les orientations scientifiques connues, en tout cas qui ont souvent fait l'objet de débats au niveau des savants arabes eux-mêmes. Et il y a un mathématicien algérien, je crois qu'il doit être français aussi, en tout cas c'est un mathématicien, un historien des sciences qui travaille à l'université de Lille, qui a écrit plusieurs ouvrages sur cette question et qui précisément a indiqué comment la science arabe a circulé dans les bibliothèques africaines, mais comme lui, c'est pour dire c'est la présence des sciences arabes, il ne parle pas souvent des contributions des Africains en réponse, et les contributions n'ont jamais manqué. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important comme foyer déposé qu'il faut. Bien évidemment, il y a le blocage linguistique qui est là, c'est ça le problème. Le troisième foyer que j'ai pu identifier, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure, c'est le foyer de l'oralité. Parce que ce foyer-là également est à explorer, parce que comme je le dis souvent aux gens, ce que j'ai étudié en explorant ce champ, c'est par exemple un certain nombre de connaissances, notamment par exemple les connaissances médicales. Et ce qui m'a émerveillé, c'est précisément le fait que certaines affections, les gens puissent prendre en charge médicalement certaines affections qui sont des affections qui demandent beaucoup de connaissances. Par exemple, les fractures. Ces affections-là, si on arrive à les prendre en charge, ça veut dire tout simplement que derrière cela, il y a une connaissance parce que, vous savez, la pratique technique sophistiquée suppose nécessairement un épistéme derrière. Quelle est cette connaissance? Quelles sont ces connaissances qui sont derrière? Qui sont des connaissances habituelles qui accompagnent la médecine. Vous savez que la médecine elle-même n'est pas une science. Il y a tout simplement des sciences qui accompagnent la médecine qu'on appelle les sciences médicales. Donc voilà un peu ce que j'entends par tradition, c'est-à-dire des traditions intellectuelles, au moins 3 foyers aujourd'hui qui sont des foyers crédibles, explorables. Qu'on peut solliciter si on veut faire de la science. Absolument. C'est cela. Voilà. Et aujourd'hui dans l'actualité, est-ce que ces foyers existent toujours, ou bien il y a d'autres foyers qui sont en gestation, ou bien ce sont les seuls? Les foyers, c'est l'histoire. Ça veut dire, bon, on peut pas ça ne peut pas venir comme ça, c'est l'histoire. C'est ce qui existe dans l'histoire. Dans l'histoire. L'enjeu de cet ouvrage aussi, c'est d'attirer l'attention sur des champs oubliés. Il y a un enjeu de justice épistémologique. De quel droit on peut parler de la science si ça vient de toi, mais on ne veut pas en parler si ça vient de l'autre. C'est ça. Non. Parce que l'esprit scientifique est un esprit universel. Oui. Nous avançons, et ce qui
nous émerveille et qui fait que nous étudions le passé de la science, c'est aussi de comprendre comment l'humanité intellectuelle s'est manifestée. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de savoir, d'admirer comment les gens intellectuellement réglaient de tels problèmes, etc. C'est l'enjeu, disons, de l'histoire des idées en général. Il faut voir comment l'humanité gère ces problèmes intellectuellement, et c'est toujours quelque chose d'important. Ça a la même valeur que la manière dont l'humanité gérait ses problèmes politiquement, etc. Et concrètement, professeur, qu'est-ce que les traditions africaines ont apporté à la science dans les temps modernes? Normalement, cette question peut se poser dans le contexte africain aujourd'hui en disant la manière dont nous conduisons l'enseignement de haut niveau et dont nous conduisons également la recherche de haut niveau. Si je prends par exemple les mathématiques, il y avait un de nos profs, un collègue mathématicien qui était à la faculté des sciences, paix à son âme, il est décédé, d'Almeida, d'Almeida, Zoki, ou quelque chose. Alors, je lisais un peu les travaux qu'il faisait sur le Fa, le calcul Fa, etc. Bien évidemment, étant lui-même un grand connaisseur du Fa, je crois peut-être Bokono, etc., je ne sais pas, ses contributions mathématiques allaient beaucoup plus dans le sens du symbolisme Fa. Ce qu'il aurait pu montrer suffisamment et sur lesquels les gens peuvent revenir, c'est d'interroger purement le calcul Fa. C'est-à-dire, parce que c'est un calcul, un système de déduction qui est installé, qui permet de voir les doubles, etc., etc. Et donc, le mathématicien peut interroger ce calcul de déduction. Ça se fait en sciences. Oui. C'est-à-dire qu'en sciences, toujours, quand on connaît l'histoire des sciences, chaque fois qu'on avance, il y a des modèles dépassés sur lesquels on revient et on dit, mais si je suis ce modèle-là, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ce que je suis en train de faire? Ça veut dire que ce modèle peut venir me conforter dans ce que je fais sous une version nouvelle, mais ça veut dire que ce modèle peut être discuté. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'enseignement. L'enseignement et la recherche sont associés à l'université pour que ce que nous savons, par exemple en physique, ici, etc., des choses qui sont dépassées puissent revenir et que cela entre dans l'espace de la discussion scientifique. La même chose, on peut le dire par rapport à la médecine. Voyons, vous savez, le CAMES même a de très grands programmes, on dit la pharmacopée, qui est un grand programme du CAMES. Oui. Les universités africaines ont ces programmes-là, et même notre université, l'université de Lomé, a un grand programme par rapport à ça, à partir de ce que le président Gbéasso avait installé, qui est le CERTOPLA, c'est-à-dire ce grand centre qui, ça il faut le dire, moi je le dis en tant qu'historien des sciences, qui a beaucoup apporté à l'université africaine francophone. Parce que dans les autres universités francophones, les collègues qui développent ces recherches-là, à la faculté des sciences et en médecine aussi, sont pour la plupart des gens qui ont été formés à l'université de Lomé, à l'université du Bénin, au CERTOPLA, et qui sont allés. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que les gens croient qu'il s'agit de faire asseoir des tradis médecins à côté des médecins et puis ils collaborent. Ça ne vient pas. L'expérience a montré que les gens doutent, les tradis médecins pensent, je ne sais pas s'ils ont raison, que les gens là viennent demander notre collaboration pour pomper nos recherches et nous laisser. C'est ça. Oui. La médecine, c'est toujours quelque chose qui est protégé, qui a beaucoup d'enjeux. Donc aujourd'hui, ce qui est possible, c'est que nous avons vu l'expérience des Orientaux, notamment l'expérience de la Chine. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous voulez développer la médecine africaine, ce n'est pas forcément aller prendre un médecin du village pour dire « venez à la fac ». Non. C'est d'apprendre cette médecine-là, scientifiquement, la développer, la pratiquer et l'enseigner en tant que démarche scientifique. Parce que ce que je voudrais vous dire, la médecine africaine, les gens pensent que c'est la médecine religieuse. C'est faux.
Avec un peu de spiritualité. Hein. Mais c'est faux. C'est-à-dire que la spiritualité est là, mais c'est une médecine où même celui qui utilise la spiritualité, il sait ce qui n'est pas spirituel. Notamment, par exemple, quand vous avez une fracture où l'eau s'est sortie, il sait qu'il ne va pas donner des incantations pour vous soigner. Il sait qu'il doit gérer en montrant une bonne connaissance de l'anatomie, une bonne connaissance de la physiologie, une bonne connaissance du squelette, c'est à partir, et des plantes, c'est à partir de là qu'il agit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette médecine est éminemment scientifique. Et il faut toujours relativiser. Vous ne pouvez pas demander à ce que les gens font hier que ça soit comme ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on sait comment on fait l'histoire des sciences, on ne se trompe pas sur ces genres de questions. Donc il faudrait que dans nos universités, les collègues en sciences, puisqu'ils font déjà ces recherches-là, il faut qu'ils poussent loin ces recherches-là et que ces recherches deviennent, sur lesquelles ils publient, font objet d'enseignement à l'université, dans des facultés qui utilisent, qui préparent les étudiants pour soigner. C'est la seule manière que la médecine africaine revienne de façon scientifique. Parce que je vois les uns et les autres faire des choses, je ne me prononce pas, mais je crois que c'est de faux débats. La seule manière pour nous de faire la science, c'est que ce que nous faisons se fasse scientifiquement. C'est ça. Si vous voyez qu'il y a des gens qui font des choses, il ne faut pas se nourrir de mauvaise foi. S'il y a des choses qui marchent, mais que vous ne contrôlez pas, mais essayez, le scientifique, c'est d'abord la démarche. Ce n'est pas la décision. Ce n'est pas de dire non, je ne suis pas d'accord. La science, ce n'est pas de cette façon qu'on fait la science. La science, c'est une démarche scientifique où on ne dit jamais non tant qu'on n'a pas vu le contraire. Et il faut aller, l'esprit scientifique demande à ce que nous tablons sur les faits, sur les réalités, et que nous ne disons la vérité qu'après l'avoir trouvée. Ou du moins après avoir eu l'impression de trouver la vérité. C'est ça la science. Donc ce rapport est possible aujourd'hui dans les universités africaines où des savoirs africains, des connaissances scientifiques africaines du passé peuvent revenir. L'essentiel, vous mettez un étudiant dessus, il fait sa thèse dessus, il développe ses recherches, il fait sa carrière, vous allez voir ce que ça va apporter à la science actuelle. N'oubliez pas que par rapport au cas de la médecine, surtout le développement de la pharmacie, les gens l'ignorent. Le développement de la pharmacie doit beaucoup de choses au savoir des peuples élémentaires, des peuples qu'on méprise. Le développement de la pharmacie, avant que la chimie n'arrive pour bouleverser la pharmacie, c'est les plantes. Et même avec l'arrivée de la chimie, c'est les plantes qui nous enseignent, même les principes actifs qui permettent d'agir sur ceci, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement par rapport à la question que vous avez posée. Tout à fait. Rencontre, échange, nouveau numéro. Nous parlons de la science dans les traditions africaines. À l'occasion de la parution, le 4 juillet dernier, de l'ouvrage de notre compatriote professeur titulaire à l'université de Lomé, il est professeur d'épistémologie et l'histoire des sciences. Le titre, c'est « La science dans les traditions africaines ». Alors, dans votre ouvrage, il y a de très belles illustrations. Vous en faisiez tout à l'heure allusion en parlant de la pharmacopée africaine. Mais la science, c'est aussi une méthode, n'est-ce pas? Alors, cette méthode, comment peut-on l'appliquer à ces savoirs ancestraux que nous avons en Afrique et qui peuvent, n'est-ce pas, aller faire un chemin vers la science telle qu'elle est définie et inscrite dans l'épistémère du siècle? Si nous voulons travailler sur des savoirs anciens, des savoirs d'Afrique aujourd'hui, en tant que scientifique, il n'y a que la démarche scientifique à pratiquer. C'est ça. Oui. Puisque quand vous prenez ces savoirs-là, et surtout quand je parle du cas de la médecine, ce ne sont pas des savoirs irrationnels. Les gens y vont avec méthode. Les gens y vont avec connaissance. Vous avez bien cité un exemple précis, la fracture. Alors, celui qui le guérit, est-ce qu'il a une théorie derrière avant d'aller à la pratique? Puisque vous avez exclu toute spiritualité, ou en tout cas toute force magique pour guérir cette affection, par exemple. Cet ouvrage, pour réaliser cet ouvrage a commencé en 2007. Commencé en 2007. Bientôt une dizaine d'années. Oui. Je crois, dizaine d'années ou plus, je crois. Plus, oui. 2017, voilà. Plus de... Ah oui.
Oui, plus de 15 ans, 15 je ans, crois. oui. Et ça demande à ce que, surtout quand vous voulez étudier la science dans les traditions orales, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de patience. Moi, j'ai vu, surtout par rapport à la prise en charge médicale des fractures, j'ai ciblé au moins 2 foyers au Togo. Et je sais, j'ai des informations sur des foyers ailleurs, au-delà du Togo, mais j'ai travaillé particulièrement par rapport aux soins de fractures sur 2 foyers. Un des foyers, c'est un foyer dans la région maritime que j'ai repéré à Kouvé, dans le Yoto, qui s'appelle Dédi. C'est un village qui s'appelle Dédi, enclavé dans Kouvé. C'est devenu Kouvé. Qu'est-ce qui est intéressant du point de vue historique par rapport à ce foyer? Parce que c'est un vieux foyer. C'est-à-dire que ces gens, quand vous allez chez eux, et vous leur demandez, vous êtes élevé, ils disent non, nous étions ici avant l'arrivée des Ngotchetor. Mi les filles, Ngotchetor va. C'est intéressant. Et je dis, mais... Et vous, votre communauté est spécialisée dans la prise en charge de... C'est-à-dire ceux qui prennent en charge les fractures sont toujours issus de cette communauté. Pourquoi? Ils ont dit, mais... Parce que ça vient d'un de leurs grands-pères qui s'appelle Été. Et la légende dit qu'il est tombé Egetchodji. Et vous savez, en Évé, tout comme en Gengbe, Egetchodji, ça peut avoir 2 sens, mais qui donnent la même chose. C'est-à-dire, il est tombé du ciel, ou bien il est tombé d'un arbre, ou en tout cas. C'est ça. Voilà, etc. Et ils ont dit, mais il n'a pas eu de fracture. Ça veut dire que Dieu l'a préparé, ou les ancêtres l'ont préparé pour qu'il ne se fracture pas et qu'il prenne en charge ceux qui se fracturent. Et donc, quand vous avez travaillé sur ces gens-là, vous n'avez pas, si vous voulez aller dans le centre de l'anatomie, il n'y a pas une question que vous posez sur le squelette humain qu'ils ne maîtrisent pas. Ah bon? Sans avoir forcément étudié ça dans un cadre scolaire. Hein? Ce n'est pas forcément des gens qui ont, peut-être aujourd'hui, ils ont étudié, mais c'est parfois des gens qui ont fait l'école primaire ou le CEG. Voilà. Et donc, la connaissance de la... Et je suis allé aussi ailleurs. J'ai remarqué la même chose. La connaissance du squelette humain est totale. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit au niveau de l'ouvrage, j'ai documenté par rapport à ça. Puisque vous savez que les Africains, bon, même depuis la colonisation, le colon sait qu'on arrête même des gens parce que ils fréquentent le squelette. Voilà, vous le savez, vous êtes mieux placé que moi. Donc, ça veut dire tout simplement que ces gens-là ont beaucoup de connaissances. Et puis aussi, qu'est-ce que les gens font en Afrique en général par rapport à la connaissance du corps humain? C'est l'anatomie et la physiologie comparée. C'est-à-dire que les gens travaillent sur le corps animal. Du corps animal, ils vont au corps humain. Ils connaissent parfaitement le corps humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir le cœur dans le corps humain pour savoir que l'homme a le cœur. C'est ce genre de choses que j'ai étudiées et j'en suis arrivé à l'idée, tiens, mais il y a beaucoup de connaissances derrière ces choses-là. Et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. On remarque qu'il y a ceux qui s'y adonnent, parce que, encore une fois, il faudrait qu'on fasse la différence. Aujourd'hui, parce qu'il y a l'argent que les gens cherchent, etc., beaucoup disent qu'ils font la médecine traditionnelle. Mais moi, j'ai étudié pendant longtemps cette médecine-là, j'ai vu que c'est une médecine très spécialisée. C'est-à-dire ceux qui soignent les fractures, en général, ils ne font plus autre chose. C'est ça seulement. Ils ne font pas autre chose. Ceux qui soignent les morsures de serpents et qui sont très spécialistes, en général, ils ne font pas autre chose. Et ils ont une grande maîtrise de la prise en charge de ces genres de difficultés. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut. Si moi, je suis un biologiste et que je suis intéressé par sur ces questions-là, j'irai beaucoup vers ces gens-là. Parce que s'il dit qu'il soigne les morsures de serpent à partir des choses qu'ils ont, par exemple la poudre. Vous savez, la poudre est là. Vous savez qu'en Afrique, la poudre est un grand médicament.
et médicaments qui montrent toute la médecine. Parce que le médicament, normalement, il faut protéger un peu. La poudre, la manière dont on l'a réalisée, ça protège. Ça protège, on ne sait pas comment on l'a fait. Seuls ceux qui sont des connaisseurs savent comment on a fait cette poudre-là. Et c'est un médicament qui est à la fois sérum et vaccin, vous savez. Et donc, c'est ce genre de recherche qu'il faut faire pour que toute cette richesse, tout cet épistémère, toute cette connaissance soit exploitée et retravaillée pour la médecine, pour la biologie, etc. Autre illustration que vous avez citée dans l'ouvrage et qui m'intéresse naturellement, c'est la fête en pays guin-mina où vous avez fait allusion au calcul des dates, à l'art divinatoire aussi là-bas, parce qu'il est question de consulter les horaires, peut-être connaître le présage de l'année. Et vous avez vu là-bas aussi quelque chose qui peut avoir un aspect, enfin dans ces calculs, un aspect scientifique. Oui, ce qu'il y a chez les Guins, quand je suis allé là, vous savez, la science est une affaire d'élite, d'élite intellectuelle. Ce n'est pas ce que tout le monde dit. En Afrique, ce n'est pas le savoir de la grand-mère, pas du tout. Ce n'est pas le savoir de la femme qui vend les plantes au marché, ce n'est pas ça. La science est partout une affaire d'élite intellectuelle. C'est des gens formés qui pratiquent la science. Chez les Guins, vous avez... Bien évidemment, les gens ne voient pas cet aspect-là, parce qu'effectivement, pour le Pessocho, je sais que la consultation du Fa est quelque chose d'extrêmement important, et cela revient au clan Sakuma, aux élites Sakuma. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette élite clanique, parce que issue de l'ancêtre qui porte ce nom, cette élite également, en même temps que cette élite est chargée de faire la consultation du Fa, toute l'année, ils ne font que des calculs, des observations. Calcul, comme on le dit, Arlanzan, calcul du temps. Ce n'est pas Arlanzan seulement au sens de jour, Azan, non, parce que c'est le temps. C'est-à-dire le calendrier. Oui. C'est-à-dire comment les sessions, les saisons, autant pour moi, merci beaucoup, se succèdent, on est fatigué, on est à la fin de l'année, se succèdent, etc. C'est extrêmement important, qui demande des calculs sophistiqués que eux seuls savent faire. Quand j'ai été en pays Guin pour faire ce genre d'études, qui a été très difficile, il y a un aîné qui m'a beaucoup aidé, le professeur Goé Akwe, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a introduit, j'ai vu tout le monde, y compris l'ancien chef, le chef Togbui, celui qui est décédé, voilà. On a été voir, on nous a renvoyé, on dit, allez voir les Sakuma, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ce que ces gens-là font, c'est des gens qui passent leur temps à calculer le cycle des saisons, parce que vous savez, c'est ça aussi, la succession des saisons, comment les saisons alternent, et qui plongent dans le long temps passé. C'est-à-dire parce que vous avez des cycles, de grands cycles. Chaque 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Chaque, je ne sais pas, 50 ans, on avait dit qu'il y avait eu tel désastre climatique, etc. Les gens la savent. Et deuxièmement, l'observation de l'océan est quelque chose que ces gens-là font. L'observation du ciel, de l'océan, etc. Je ne vais pas lire le livre à la place des lecteurs, mais je crois que c'est extrêmement important. Parfois, quand vous allez chez les gens, en Afrique, les gens ne veulent pas vous dire, ils montrent l'aspect symbolique. Ils disent, ce que nous faisons, c'est ça. C'est la couleur, la pierre. En fait, c'est pour couvrir ce que vous ne devez pas savoir. Autrement dit, il y a un scientifique qui est là et qu'on ne peut pas contourner. Parce que s'ils ne font pas, vous voyez, quand on va dire quelle date on va prendre la pierre, ceci, etc. Avant qu'on ne vienne au Fa, c'est calculé. Puisque c'est les mêmes. C'est ça. C'est les Sakuma qui font le Fa de Sakuma qui est utilisé pour la consultation, mais également c'est eux qui font les calculs. C'est ça.
Avec l'apparition de la Lune, vous avez parlé de la couleur de l'océan? Oui, l'apparition de la Lune, qui est très calculée, parce que nous sommes dans un calendrier lunaire. Oui. On est dans un calendrier lunaire de 13 mois. Oui, de 13 mois, oui. De 13 mois, et qui doit être calculé. Parce que les mois, il faut voir ceci, etc. Et tout cela est, comme on le dit, en comptant. En comptant, compter. Voilà. Et même ce qu'il y a aujourd'hui à Walais ou Wari, n'est-ce pas, qui avait un aspect ludique, n'était pas pour autant un jeu. Hein, non. D'après vos recherches. Non, c'est pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Awalé des Baoulés. C'est la même chose qu'on appelle Ayo en Yoruba, parce que les Yoruba aussi sont très experts, etc. Et chez les Baoulés en particulier, ce n'était pas du tout un jeu, c'était des démonstrations. Vous savez que l'Awalé est une mathématique combinatoire. C'est la combinatoire, c'est une variété de combinatoire. Et ils avaient, et c'est les personnes vieux qui pratiquaient ça. Ce n'est pas les jeunes, c'est pas aujourd'hui, c'est les jeunes qui font, parce que c'est devenu un jeu. Et en réalité, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour départager des concurrents au trône. Lorsque il y a plusieurs concurrents au trône et qu'à un moment donné, il reste deux, on les oppose, on les teste avec une partie d'Awalé sacré, c'est-à-dire qui se fait à minuit. Et donc, les notabilités sont autour des deux candidats pour arbitrer. Pourquoi cela? Parce que l'Awalé est une initiation à l'intelligence stratégique. Et un roi, il doit être un stratège. Absolument. C'est pourquoi cette science est cultivée autour du roi, cette combinatoire est cultivée autour du roi. Pour obliger le roi, normalement, ça veut dire que le roi, il doit être le meilleur en matière de raisonnement combinatoire mathématique. Et donc, c'est ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, vous voyez, quand j'ai travaillé sur ça, vous allez voir que tout ce que les gens font, même aujourd'hui, c'est de la recherche. Je suis allé, j'ai exploré dans la région maritime, j'ai exploré Lomé par rapport à ça. C'est de la recherche élevée. Bien évidemment, il est vrai qu'il n'y a pas un accompagnement public qui pourrait faire de... C'est devenu un jeu. En tout cas, un jeu où les gens se montrent chercheurs, où les gens font des parties solitaires qu'on appelle combinés avec l'araignée. Et ça doit vous dire quelque chose. Ou jouer avec Yévi. Voilà. Qui, en fait, lorsque les petits le font, les petits vont tricher. Yévi. Oui. Ils vont tricher l'araignée. Mais les grands spécialistes savent que si vous trichez l'araignée, vous n'allez jamais apprendre. Il faut laisser Yévi jouer pleinement, même s'il n'est pas là. C'est vous qui jouez à sa place. À sa place, oui. Voilà. Très bien. Alors, finalement, est-ce que tout savoir ancestral africain peut accéder à la science ou bien Pas du tout. Parce que quand nous étudions la science chez les autres, ce n'est pas tout ce qu'ils savent chez eux à qui on donne le nom de science. Et en Afrique également, la science a été pratiquée de la même manière que ça se pratiquait ailleurs, à travers la démarche. L'ouvrage est revenu sur ça. Il y a toujours une démarche. Quelle que soit la forme que la démarche prend à un moment donné. Quand nous faisons l'histoire de la méthode expérimentale, la méthode expérimentale n'a pas toujours existé en Occident comme on l'a aujourd'hui. Oui. C'est à partir d'un moment donné que la méthode expérimentale a commencé par prendre certaines configurations. Mais ce n'est pas pour autant que nous disons que ce qui avait été fait par une méthode qui n'était pas expérimentale au sens où on l'entend aujourd'hui, que ce n'est pas scientifique. Donc, la science s'est faite également en Afrique avec méthode, pas des élites, et tout le monde n'était pas savant en Afrique non plus. Tout comme, par exemple, si vous prenez aujourd'hui les mathématiciens, bon, ça fait combien au Togo? Ça fait combien en Afrique? Ça fait combien au monde? Donc, c'est toujours des gens, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents, mais c'est un métier. Faire la science, c'est travailler quelque chose.
il y a d'autres aussi qui ont d'autres choses à faire. La science est une particularité en Afrique comme ailleurs. C'est pourquoi je dis aux activistes qui travaillent aujourd'hui sur l'obligé de retourner aux sources, etc. Quand vous retournez dans les sources africaines, ce n'est pas n'importe quoi qui est science en Afrique non plus. Quand vous brandissez par exemple la sorcellerie, le vaudou, ce n'est pas de la science. Ça n'a jamais été la science ailleurs. Parce qu'ailleurs aussi, on a ces choses. On a la sorcellerie. Oui, mais puisqu'il y a le savoir, il y a une sorte de savoir. Hein. Oui, mais ce n'est pas ça que la science étudie. Oui. J'ai dit aux jeunes biologistes qui font leur thèse sur ce genre de questions, quand vous allez pour voir les principes actifs des plantes, etc., n'allez pas demander aux gens, cette incantation-là, ça donne quoi? Puisque la science ne fait pas ça. Ça ne vous regarde pas. Lui, il peut faire des incantations, mais il sait pertinemment que pour soigner les morsures de serpents, ce n'est pas l'incantation. Non, 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 pas du tout. S'il fait ça, il tue la personne. Il ne se trompe pas. Mais lui, il peut vous donner l'impression que c'est les incantations. Il peut même mettre le piment Ataku. Il peut mettre je ne sais pas pour défier quelque chose, moi je suis un universitaire, je suis un simple historien des sciences. Donc, comme excuse de faire la science, voilà, de dire la science. Et donc, on va mettre le Ataku dans la bouche et puis bon, on va mettre dessus, etc. et dire quelques paroles. Bon, ça a son rôle, mais ce n'est pas le rôle scientifique. C'est ça. Lui, c'est pourquoi il le fait. Vous devez savoir aussi pourquoi vous êtes allé. Pas de collusion. Et c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup développé dans cet ouvrage, parce que en Afrique, depuis les années 50, etc., jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ces choses-là, il y a trop d'amalgame. Il y a trop d'amalgame. Il y a une démarcation, toujours partout et en Afrique également, il y a une démarcation entre la science et ce que la science n'est pas. Tout à fait. Moi, je le dis en tant que spécialiste de philosophie des sciences. Il y a toujours une démarcation. Même quand les deux sont ensemble, ce n'est pas dans la conscience de celui qui pratique la science, celui qui fait les choses. Il sait ce qui est carrément empirique, sur lequel il veut voir les faits. Il sait également ce qu'il fait qui est symbolique et qui demande à ce qu'il essaie d'entourer tout ça là de choses pour que l'on puisse, ça puisse aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas que les deux sont confondus. Rencontre Jean-Vaux numéro, la science dans les traditions africaines. Professeur Yovi Akapo, mon invité, si on peut voir l'ouvrage en couverture. Ouvrage de 198 pages, publié aux éditions de l'Harmattan le 4 juillet dernier à Paris. Alors, comment l'ouvrage a été accueilli par le public, par l'éditeur, par exemple, ce titre que vous avez proposé, et comment il a trouvé? L'éditeur n'a pas contesté le titre. La science dans les traditions africaines. Il a bien reçu le titre. Et il n'y a que la couverture, l'illustration de la couverture que l'éditeur a proposé. Il m'a proposé deux qui sont... Et donc, je n'ai pas le choix. Mais il est vrai que ce que l'éditeur a proposé, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire ici, je n'explore pas le vaudou. Voilà. Mais il a raison parce que c'est précisément parfois dans ce qui se fait là que la connaissance, l'épistémé qui est dedans, on ne vous le dit pas. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement la parole qui fait ça? Ou bien derrière ça, il y a quelque chose qu'on a transmis? Vous savez que toutes ces choses-là, il y a l'enseignement qui est dedans. L'enseignement, c'est la transmission. Et vous savez bien que, par exemple, pour que les gens puissent vous enseigner l'utilisation de la poudre pour vacciner contre le serpent, ou bien pour servir de sérum, pour traiter les morsures de serpent, vous n'avez pas ça comme ça. Mais là, bébé. C'est ça. C'est-à-dire que c'est nuitamment que quelques-uns, et on dit, ouais, tu es non. C'est-à-dire, on va te donner. Ça veut dire la transmission. C'est-à-dire, cela signifie l'enseignement. Parce qu'on ne te le donne pas comme ça. On t'a déjà donné d'autres choses.
on a travaillé avec toi comme collègue, c'est à un moment donné seulement qu'on dit on t'ajoute ceci. Donc c'est pour dire tout simplement que cette couverture, bon, l'éditeur a ses raisons, il veut vendre, il met la couverture. Moi, ce n'est pas des choses que je conteste souvent. C'est le contenu. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'un ouvrage n'est pas la couverture. Un ouvrage, c'est ce qu'on a mis dedans. Donc c'est ce que je peux dire. Bon, pour ce qui est de l'accueil, heureusement que vous êtes là pour parler de tout ça, là, pour qu'on parle de tout ça. Et vous savez, les publications en réalité qu'on fait, ce n'est pas pour que ça soit accueilli aujourd'hui, etc., que les gens t'acclament. Même quand on ne sera pas là, c'est ce qu'on a déposé et qui contribue à clarifier notre situation d'homme au monde. C'est ça qui est extrêmement important. C'est ça. Et donc, je ne me gêne jamais sur qui a lu mon livre, qui ne l'a pas lu. Moi, je fais des recherches. Je suis arrivé à des recherches, des résultats. Oui. Bon, je suis un peu satisfait et je balance ça. Mais ça me suffit largement. C'est cela. Voilà. Oui. Alors, quel regard portez-vous dans l'ensemble sur nos us et coutumes, puisque nous y sommes, dans ces pratiques qui sont courantes sur le continent africain, et parfois décriées à la lumière des religions révélées. Alors, que dites-vous, je ne sais pas, professeur, sur cet ensemble de pratiques qui restent encore propres à l'Africain? Même le terme, la notion us et coutumes, les us et coutumes, ce n'est pas très approprié. Parce que tout le monde a des coutumes, tout le monde en a. Ce n'est pas tout simplement africain. Mais je sais, quand on dit ça chez nous, on dit décolle-nous, ça veut dire tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on réduit un peu la chose à l'aspect religieux, magique, etc. On ne peut pas refuser ça, parce que ça fait partie de l'homme, ça fait partie de l'humanité de l'homme. Même celui qui se dit athée, en réalité, quand il est dans les situations existentielles où on ressent, on doit ressentir les autres choses que nous avons, qui font partie de notre humanité, ça vient tout seul. Donc, qu'il y ait des religions en Afrique, ça ne pose pas de problème. Que d'autres religions arrivent, ça ne nous pose pas de problème. Mais attention, étudier les religions africaines, nous avons besoin de ça. On peut même les enseigner à l'université. Mais ne pas dire que ce que nous savons, c'est ça. Il ne faut pas réduire. Il y a, comme je l'ai dit, la démarche scientifique, l'esprit scientifique en Afrique a été également une démarche irréductible, qu'on ne peut pas réduire à la religiosité, etc. Aujourd'hui, le FA est enseigné dans des écoles de façon classique, avec tous les aspects qui entourent la chose. Mais il faut pouvoir faire des distinctions. Il y a ce qu'on enseigne, et je crois que les gens sont séduits, émerveillés par ces choses-là, qu'on enseigne qui est l'aspect symbolique du Fa, qui est un champ d'interprétation symbolique qui est là, je n'ai rien contre ça. Mais aussi, ce qui peut être étudié, cultivé, discuté dans le Fa, c'est son symbolisme mathématique. Oui. Ce champ de déduction, les limites de ce champ de déduction, malheureusement, quand les Africains arrivent à ce niveau-là, ils refusent de creuser. Or, il faut creuser. C'est-à-dire que étudier mathématiquement Fa aujourd'hui, c'est même critiquer les modèles, montrer les limites des modèles. C'est comme ça que la science a évolué. Si on ne fait pas comme ça, Fa va rester là. Si on dit, oh non, c'est notre trésor, même sur cette question, d'où vient le Fa? Les gens vont vous raconter des histoires, ça vient de l'Égypte, etc. Mais d'un point de vue historique, il n'y a rien qui établit ça pour le moment. Ah bon? Ah oui, les gens, c'est des suppositions. Il n'y a pas... Parce que quand vous dites ça, il faudrait que vous nous montrez les modèles qu'on avait en Égypte et qui ont évolué comme ceci. Est-ce que ce n'est pas en se fondant sur les calculs de l'époque, puisque l'Égypte était aussi un foyer de mathématiques? Oui, mais là, quand moi je dis ça, il y a des tests concrets aujourd'hui. Les hiéroglyphes ont été pénétrés depuis, etc. Et vous avez des tests concrètement que les gens, sur lesquels les gens travaillent pour faire leur histoire des mathématiques et autre chose. Okay. Mais aujourd'hui, quand les gens en parlent en disant que le Fa vient de l'Égypte, bon, ils ne nous montrent pas comment c'est venu. Ils ne nous montrent pas. Ça. Ce que nous savons, le Fa se déploie au moins jusque chez nous depuis le pays Yoruba, Oui. etc. Est-ce qu'avant eux, le Fa était ici? Ça aussi, on ne sait pas.
En tout cas, pour faire un travail d'histoire, il faut nous apporter ce qui nous fait dire que le phare vient d'ici, etc. Très bien. Merci à vous. Et alors, à quand la dédicace de l'ouvrage? À qui vous le dédiez cet ouvrage, la Chambre des traditions africaines? Bon, si je l'annonçais déjà, est-ce que c'est bon? Mais en tout cas, on peut le dire, c'est un ouvrage que j'ai clairement destiné, j'ai dit, dans un terme générique, à mes étudiants. C'est ça. Pour l'ensemble des recherches que vous avez faites, n'est-ce pas? Oui, sur cet ouvrage-là, j'ai dit à mes étudiants. Tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils verront. Très bien. Alors, que dire en fin d'entretien, professeur, sur nos traditions, sur la science, sur l'épistémologie? Je crois que ce que je dois dire là, je l'ai déjà dit. C'est ça. Ce qui reste à dire, c'est de vous dire merci. De dire à la télévision d'État Santé, merci pour ces genres d'émissions que vous faites. Et je ferai une demande que ces genres d'émissions arrivent souvent. Parce qu'il faudrait que... Il y a beaucoup de sujets importants. Mais le débat intellectuel aussi est un débat important. Et notre pays a besoin également de ça. Merci à vous pour ce temps passé en studio ici avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, enseignant d'épistémologie, histoire des sciences à l'Université de Lomé. Vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé La science dans les traditions africaines. Merci pour ce temps passé avec nous en studio. À très bientôt. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir, à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.